Et c'est donc lundi que Donald Trump deviendra officiellement le 47e président des États-Unis, un jour d'investiture à Washington qui est réglé de façon assez précise et qui pose beaucoup de questions. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Est-ce que le discours très attendu de Donald Trump peut marquer un tournant? Oui, tout à fait. On se souvient que les présidents qui ont été intronisés, eh bien, ont souvent eu des discours extrêmement forts qui a marqué le sceau de leur mandat. Si on parle de Trump, eh bien, on peut parler de cette fameuse phrase qu'il a eue lorsqu'il était le 45e président des États-Unis, où il décrivait une vision sombre du carnage américain. Le carnage américain, donc c'est des mots très forts, hein. Eh bien, ici, apparemment, sur ce qu'il a dit à 2 ou 3 journalistes, eh bien, il voudrait avoir un discours un peu plus d'unité. L'unité pour que tout le monde soit derrière lui, et puis l'unité aussi pour que il puisse, selon ses termes, eh bien, remettre l'Amérique au devant de la scène, selon lui toujours, Make America Great Again. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que ce discours va être vraiment millimétré. Il aimerait, et il l'a toujours dit, c'est une personne qui aimerait être dans les livres d'histoire pour les bonnes choses. Et je vous rappelle quand même que la phrase de Kennedy en 1961, lorsqu'il devient président, il dit cette fameuse phrase que ne demandez pas ce que ne me demandez pas, Ce que pardon, l'Amérique peut faire pour vous? que votre pays peut faire pour vous, mais ce Ouais, que vous pouvez faire ouais. pour votre pays. Donc ça, c'est très, très intéressant. Vous avez Roosevelt qui dit aussi, notamment, la seule chose dont nous avons à craindre, c'est la peur elle-même. Donc à chaque fois, ces petites phrases ici vont marquer d'un saut le mandat de Donald Trump. Donc ça va être extrêmement important. Et apparemment, il va parler d'unité. Pardon John, mais est-ce qu'on peut vraiment, réellement croire en un appel à l'unité de la part de quelqu'un quand même, d'un président dont les politiques passées, il faut dire, ont souvent semé le trouble et la discorde? Ouais, alors effectivement, ça c'est la vraie question, hein. On sait que on reste extrêmement sceptique sur sa capacité à dépasser cette rhétorique. On sait évidemment que on est dans l'agressivité, une agressivité, je dirais, encore plus canalisée que durant son premier mandat, parce qu'il a une expérience et il est avec des personnes dans son entourage qui sont des personnes d'expérience. Donc évidemment, on peut effectivement douter ici, mais on va très rapidement le savoir. Les premiers jours, pardon, de sa présidence, voire les premières heures, eh bien, pourraient être extrêmement instructifs pour les 4 ans qui vont suivre. Avec ce retour au pouvoir, quelles sont John, les implications politiques et symboliques d'un deuxième mandat de Trump? Bah, écoutez, c'est quand même un symbole d'une rupture politique majeure, hein. Je vous rappelle que lors de son premier mandat, quasiment tous les observateurs politiques avaient dit que c'était une erreur de parcours, une erreur de casting. Et là, Donald Trump revient après 4 ans, non pas d'une présidence républicaine, mais d'une présidence démocrate. Donc, on voit ici que on a de nouveau ici une espèce de rupture politique. Ça remonte aussi une profonde fracture du paysage politique et culturel américain, avec à nouveau une agressivité et une attaque verbale très forte, même au sein des États-Unis. Donc, lorsque je parlais d'unité, ce qu'il voudrait mettre en avant, eh bien, les prémices de l'inauguration ne nous l'ont pas montré. Mais donc, effectivement, la symbolique, c'est une nouvelle rupture, et le fait que le premier mandat, lorsqu'on regarde avec un rétroviseur, le premier mandat n'était peut-être pas une erreur de casting, comme je le disais avant, mais effectivement, il y avait quelque chose encore à exploiter dans cette manière de réagir en interne et avec évidemment les gouvernements au-delà des États-Unis. Lors de l'investiture à venir, l'invitation de chefs d'État étrangers, ça reflète une espèce de stratégie de diplomatie trumpienne?
Oui, clairement. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y aura évidemment tous les membres de la famille de Trump, de J.D. Vance, le futur Premier ministre. On sait qu'il y aura aussi Barack Obama, sa femme ne sera pas là. On sait qu'il y aura Joe Biden et sa femme, et aussi Kamala Harris. Alors ça montre une espèce d'unité, hein. Ici, c'est moins dans l'agressivité, mais c'est la première fois aussi que Donald Trump invite des chefs d'État. Et effectivement, ici, on a l'impression que les chefs d'État qui ont été invités, s'ils ne viennent pas, eh bien, c'est un message fort à Donald Trump. Alors, on ne sait pas exactement, il n'y a pas vraiment une liste, hein, on ne sait même pas si le président Macron a été boycotté ou si il sera là ou une délégation sera là. Ce qu'on sait, c'est que le président chinois ne sera pas là, mais qu'il va amener une délégation chinoise aux États-Unis, à Washington. Donc ça, c'est aussi assez important, et on a l'impression ici que Donald Trump veut aller très vite parce qu'il a dit que directement après il irait parler avec certains chefs d'État, soit le chef d'État argentin ou du Salvador, immédiatement à la Maison Blanche le lendemain. Eh bien, il a des réunions qui sont déjà prévues. Donc, il veut aller extrêmement vite, et je dirais que plus les leaders seront nombreux et plus certaines choses seront plus claires pour nous, notamment lorsqu'il est question de tarifs douaniers que tout le monde regarde évidemment de très très près. John, est-ce que Trump peut vraiment tenir tous ses engagements, alors certains diront audacieux, par euphémisme, en tout cas pour certains, dès le premier jour, est-ce qu'il va devoir composer avec un congrès, encore une fois, mais même s'il a une majorité, sur l'immigration, sur les taxes, sur la politique étrangère, voilà, est-ce qu'il y aura des limites à son action? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire tout de suite? Alors, ce qu'il a dit qu'il ferait tout de suite, d'abord, alors c'est la sécurité des frontières, baisse d'impôts, tarifs douaniers, production d'énergie beaucoup plus importante, la fin de la guerre dans le monde, hein, c'est lui qui le dit, pas moi, et puis un pardon national pour les fameux événements au Capitole du 6 janvier. Maintenant, évidemment, il est assez compliqué ici de tout mettre en œuvre immédiatement, parce que si pour les baisses d'impôts, il vous faut l'accord du Congrès, vous venez de le dire, David, le Congrès est en majeure partie républicain, mais on sait que vous avez beaucoup de républicains qui ne suivent pas toutes les décisions de Donald Trump. Donc ça va être un peu plus compliqué à ce niveau-là. En termes de tarifs douaniers, c'est un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'il peut signer un décret, et s'il signe un décret, eh bien ça pourrait être mis en place, mais on sait très bien qu'il y a la question de savoir si ces tarifs douaniers seront universels ou est-ce qu'ils seront ciblés. On a plutôt l'impression que c'est plutôt en ciblant ses partenaires, voire ses ennemis, que ça va se solutionner, parce que vous savez que on parle beaucoup des tarifs douaniers, des risques inflationnistes, mais une des raisons pour lesquelles Joe Biden est tombé, c'est l'inflation. Donc Donald Trump est tout à fait au courant de ça. Donc c'est pour ça que potentiellement il va pas signer un impôt universel ou des tarifs universels. Donc ce que je dirais, c'est que très rapidement il va essayer d'annuler certains décrets que vient de signer Joe Biden sur notamment l'extraction de gaz de schiste. Ça va être fait quasi immédiatement, parce qu'il peut le faire, il n'a pas besoin de l'accord du Congrès. Il va discuter très très rapidement avec les leaders étrangers, et il va aller très rapidement voir le président Poutine, c'est lui qui l'a dit. Alors, est-ce qu'il va le faire réellement? Ça, c'est une autre question, mais il va essayer tenter d'arriver à un cessez-le-feu en Ukraine. Alors ça, c'est ce qu'on peut s'attendre sur le très court terme. Bon, et on se dit quoi? On se dit qu'on entre ou pas en zone de turbulence avec ces premiers jours qui avaient été, on s'en souvient d'ailleurs, lors de son premier mandat, sujet à polémique et à décision rapide lors de sa première présidence. Oui, alors il faut se rappeler qu'en 2017, il avait aboli une politique sur le financement de l'avortement, notamment. Il avait fait évoluer un oléoduc qui s'appelle le fameux oléoduc Keystone XL et Dakota Access. Donc ça, c'était dans l'idée de ce gaz, hein. Et puis il avait imposé des gels d'embauche au niveau fédéral aux États-Unis.
Donc, on peut s'attendre un petit peu, je dirais, aux mêmes décisions quasi immédiates. Alors, à savoir, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements et beaucoup de volatilité? Oui, mais je dirais que les attentes d'une volatilité accrue, selon moi, sont beaucoup trop élevées parce que, d'un autre côté, Donald Trump n'est pas seul, il s'est entouré de personnes. Alors, il y a des personnes compétentes, des personnes qui sont un peu plus à risque, mais je dirais que l'idée ici pour Donald Trump, c'est de maintenir une croissance, voire de réaccélérer la croissance aux États-Unis, parce que ça marquerait ce nouveau mandat, et d'avoir une inflation sous bonne gestion. Donc, penser comme dans le premier mandat qui va faire des décrets qui ne seraient pas calculés, eh bien, serait une grave erreur. Donc, je pense qu'il y a trop d'attentes sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé John Plassard pour la Banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Merci, merci John, salut, bon week-end. Bonne journée.